2001, l'Odyssée d'espace ou A Space Odyssey en anglais est un film de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick, célèbre pour 2001 mais aussi pour Shining, Full Metal Jacket et bien d'autres. Quand Kubrick sort son 2001, 5 films sont déjà passés. Fear and Desire, l'excellent Les Sentiers de la Gloire, mais aussi Spartacus, Lolita et Dr. Folamour en 1964. C'est donc 4 ans après que l'un de ses plus gros chefs-d'œuvre sort, 2001, sur un scénario coécrit par Kubrick et le romancier Arthur Clarke. À l'aube de l'humanité dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. En 2001, 4 millions d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du beau Danube bleu. À son bord, le docteur Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers Jupiter. 18 mois plus tard, les astronautes David Bowman et Frank Paul font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelligence et de parole. Cependant, HAL, sans doute plus qu'humain que ses maîtres, commence à donner des signes d'inquiétude. À quoi rime cette mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter? À sa sortie, le film divise, que ce soit par la critique ou le public, même si aujourd'hui le film est défini comme culte et connaît un énorme succès au box-office. Nommé à 4 Oscars, il ne reçoit finalement que celui des meilleurs effets visuels. En 1991, il intègre le National Film Registry pour conservation à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. La place primordiale qu'occupe 2001. L'Odyssée d'espace, dans l'histoire du cinéma, en fait l'un des plus grands films de tous les temps. Un jour, Kubrick trouve une idée, faire un film sur la notion d'une vie intelligente extraterrestre. Il commence donc à chercher des infos, des documents traitant du sujet. Il écrit le scénario avec Arthur Clarke, grand écrivain de science-fiction. Quant au tournage, il se déroule sur 7 mois, avec une post-prod de 2 ans. Tout ça finissant avec un budget de 10,5 millions de dollars, dont 60% dédiés aux effets spéciaux utilisés, en plus de 200 plans dans le film. On voit clairement que Kubrick et son équipe ont mis le paquet, le travail sur les maquettes, les effets visuels, la photographie. Même aujourd'hui, les effets spéciaux sont encore hyper bluffants. Le film est expérimental, mais au début, Kubrick voulait faire un quasi-documentaire avec voix off, interviews scientifiques et métaphysiques. Mais c'est pendant le tournage que Kubrick apporte au fur et à mesure de gros changements, notamment les dialogues. On peut dire que le film se déroule. Donc voilà, donc là je vais spoil, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à quitter cette vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Et si vous quittez cette vidéo, allez le voir directement. Voilà, petite recommandation. En 4 parties, à des époques différentes. La première, l'aube de l'humanité. On retrouve un groupe de singes se faisant chasser par un groupe rival de leur point d'eau avant de découvrir un monolithe un matin. Après l'avoir touché, une idée leur vient, se servir d'os comme arme pour tuer. Deuxième partie, des vaisseaux dans l'espace, en 1999. Le docteur Heywood Floyd, un scientifique américain, se rend sur la Lune pour enquêter sur une extraordinaire découverte gardée secrète. Une anomalie magnétique dans le cratère de Tycho avec une nouvelle apparition de ce monolithe. On apprend qu'il est d'origine extraterrestre et qu'il aurait été enfoui 4 millions d'années plus tôt. Peu après que le docteur Floyd l'ait touché, une puissante onde radioélectrique est émise en direction de Jupiter. Troisième partie, la mission Jupiter, 18 mois plus tard. En 2001, le vaisseau Discovery 1 fait route vers Jupiter. Son équipage est composé de 2 astronautes, David Bowman et Frank Paul, de 3 scientifiques mis en biostase et de HAL 9000, un ordinateur de bord doté d'une intelligence artificielle. Un jour, après une série de questions énigmatiques et insistantes au sujet du but de la mission, HAL signale à Bowman qu'un élément du système de communication externe est sur le point de tomber en panne. Bowman et Paul vont alors inspecter cet élément, mais ne trouvent aucune anomalie, l'ordinateur étant réputé infaillible. Ils s'inquiètent alors des conséquences de cette découverte sur le bon déroulement de leur mission. S'enfermant dans une capsule destinée aux sorties, en pensant échapper à la surveillance de HAL,
Ils décident de déconnecter pour éviter tout incident, mais Hal suit la conversation en lisant sur leurs lèvres, interprétant leurs propos comme une menace pour son intégrité et s'estimant en outre indispensable à la mission. L'ordinateur entreprend alors de se débarrasser de ses partenaires humains. Lors d'une nouvelle sortie de Paul, il prend le contrôle de sa capsule et le projette loin dans l'espace. Il profite ensuite de l'absence de Bowman, parti à son secours à bord d'une autre capsule pour désactiver les modules de biostase contenant les scientifiques les condamnant à mort. Lorsque Bowman revient avec le corps de Paul, Hal lui refuse l'accès au Discovery One, lui expliquant qu'il met en péril la mission. Bowman lui réplique qu'il compte entrer par un accès de secours, mais Hal lui indique que sans son casque, il ne peut pas partir en hâte. Bowman l'oublie. La chose est impossible, conscient du risque, Bowman ouvre l'écoutille, utilise le système d'éjection de sa capsule pour se propulser dans le vaisseau et rétablit la pressurisation. Échappant de peu à l'hypoxie, il se dirige alors vers le centre nerveux de Hal et désactive un à un ses blocs mémoire. Il découvre ainsi un message préenregistré du Dr Floyd qui devrait être diffusé à la fin du voyage, relatant l'épisode lunaire et précise que la mystérieuse onde radioélectrique était pointée vers Jupiter. Dernière partie, Jupiter est au-delà de l'infini. Arrivé près de Jupiter où se trouve un gigantesque monolithe noir en orbite autour de la planète, Bowman quitte le Discovery One à bord d'une capsule pour aller l'observer. Il est alors aspiré dans une sorte de tunnel coloré et terrifié, voyage à très grande vitesse à travers l'espace, découvrant d'étranges phénomènes cosmiques et des paysages extraterrestres aux couleurs stupéfiantes. Et puis soudain, il se retrouve dans une suite d'hôtels où tout semble factice, mais conçu pour son confort et où il se voit vieillir prématurément, sans qu'aucun indice ne lui permette de comprendre ce qui lui arrive. Alité et mourant, il voit apparaître devant lui un nouveau monolithe noir qui tente de toucher. Il renaît alors sous la forme d'un fœtus entouré d'un globe de lumière, puis est téléporté dans l'espace près de la Terre. Toutes les interprétations sont possibles, comme le soulignait Kubrick, mais l'une d'elles est qu'après l'évolution décisive, à l'aube de l'humanité des singes, il s'agissait de l'évolution suivante de l'humanité, désormais capable d'exister et de se déplacer dans l'espace infini. Mais il reste le fameux monolithe au sujet duquel on a dit tout et son contraire, cet objet extraterrestre mystérieux présent dans chacune des 4 parties du film, annonçant à chaque apparition un bouleversement. Qu'est-il donc? Que représente-t-il? À quoi renvoie-t-il? Voilà. Il serait un peu dérisoire de donner des réponses définitives à ces questions, mais on peut cependant supposer sans trop hésiter qu'il matérialise l'inconnu de l'équation du film. Il serait le grand autre dont l'insondable énigme renvoie l'homme à la première de ses conditions. Quand les hommes préhistoriques se réveillent un matin face à ce corps étranger, ils comprennent soudain, révélation originale, que quelque chose les dépasse. La conscience de ce manque est le point de départ de l'humanité. Ils trouvent ici une résonance dans le regard du spectateur. Nous sommes tous des hommes singes, s'agitant devant le monolithe, perplexes, intrigués et fascinés. Confrontés à l'inconnu, les spectateurs hommes, préhistoriques, astronautes s'interrogent et prennent donc conscience de lui-même. C'est pour cela que 2001, l'Odyssée de l'espace est un film dont la puissance va bien au-delà de sa poésie visuelle, parce qu'il est l'expérience brute, parce que devant lui, plus que devant n'importe quoi, quel autre film, nous existons. Mais ce qui frappe instantanément quand on revoit 2001, l'Odyssée de l'espace aujourd'hui, c'est à quel point ce film est important. Et s'il a pu inspirer ouvertement certaines œuvres de Dunkerque à Tree of Life, qui font plutôt figure d'ovni, loin cependant de l'étrangeté du film de Stanley Kubrick, ainsi ce film qui fut à l'origine des blockbusters qui émergent une dizaine d'années plus tard, semble en être l'antithèse esthétique. Pas de héros, pas d'antagoniste, structure fragmentée, plan vide, enjeux flous et dialogue réduits au minimum. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que 50 ans après sa sortie en salle, il apparaît si frais, novateur et incroyablement surprenant. Parce que jamais le cinéma ne s'est habitué à son ambition narrative, ni n'a su digérer ses propositions formelles. Jamais un film si fondamental n'aura été aussi peu pilé, si ce n'est que quelques techniques de trucage et autres motifs. Il est voué à conserver intacte sa beauté, vierge de toute réappropriation, un film comme on n'en avait jamais vu jusqu'alors et comme nous n'en reverrons jamais par la suite. Un film dont on redécouvrira avec sidération la force à chaque nouvelle vision, puisque personne
n'aura su en détourner l'essence. Un film totalement inépuisable.